Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce premier mercredi du 17. Quelques mots préalables de présentation. Je me présente Christophe Duval, je suis président du think tank Éthique et Politique. Éthique-politique.fr, c'est le site internet où vous pouvez nous retrouver et surtout vous pouvez retrouver les podcasts de ces mercredis 17. Quelques explications les mercredis 17. Notre association, qui est dans le 17e arrondissement de Paris, a décidé de lancer un véritable travail civique, de réflexion autour d'un sujet que je vais présenter dans un instant, et qui auront lieu chaque mercredi, chaque deuxième mercredi du mois. Voilà, c'est facile à mémoriser. On vous montrera tout à l'heure les dates, bien sûr, qui ont été déjà arrêtées, d'un calendrier semestriel, même presque pluriannuel. Chaque mercredi, deuxième mercredi du mois, nous tenons une soirée qui est à la fois en présentiel, et merci de votre présence ce soir, mais également, chers amis internautes, une soirée qui est en distanciel et qui pourra être également retrouvée sur notre podcast de notre site internet, que je rappelle encore à nouveau, éthique-politique.fr. C'est mercredi du 17, puisque nous sommes dans le 17e arrondissement, et je remercie monsieur le maire du 17e arrondissement qui va arriver dans quelques instants, il était retenu par une réunion, nous rejoindre et nous cette table ronde, nous réunira à chaque fois sur un thème qui va nous conduire presque plus d'un an, jusqu'à la fin du mois de novembre 2026, autour d'un enjeu que nous avons pensé au sein de notre think tank éthique et politique fondamental. Cet enjeu, c'est la question démographique de notre pays, de notre nation. Et nous avons eu le défunt lorsque nous avons décidé le thème, qui est celui effectivement de fonder un nouveau pacte familial et social de la France autour de cet enjeu démographique, car au 1er mai 2025, vous l'avez peut-être vu et entendu dans la presse, eh bien la courbe des naissances est passée sous la courbe des décès. 651 000 personnes sont décédées en France contre 650 400 000 naissances. C'est un événement choc depuis 1945. Et c'est un événement choc de plus en plus important que le pacte, on va dire, du Conseil national de la résistance en 1945 avait au contraire inscrit parmi ses fondamentaux le renouveau démographique de la France. C'était d'ailleurs pas seulement un pacte du général de Gaulle, c'était un pacte très largement républicain et partagé par toutes les instances de la résistance. Et évidemment, je ferai juste une allusion au fait qu'en janvier 2024, notre président de la République, qui je crois, à ma connaissance, mais il faudra vérifier, est au moins peut-être le premier président de la République française à ne pas être père de famille, avait pourtant appelé au réarmement démographique. Réarmement, voilà, qui sonne effectivement encore un son guerrier, nous habitués d'ailleurs à la guerre contre la Covid, mais peut-être effectivement pose-t-il au moins ou pose-t-il la question dans les bons termes. C'est une question aussi qui fait partie des questions de défense. Voilà, une nation se défend aussi par l'existence de sa démographie. Alors, nous allons avoir donc plusieurs mercredis 17. Il y aura juste une exception. Alors, je ne sais pas si on peut montrer aux internautes la diapositive qui donne notre calendrier au moins jusqu'à la fin du mois de juin et les intervenants extrêmement riches qui participeront. Nous travaillerons chacun de ces sujets de la démographie sous différents angles. Ce soir, autour de moi, sont présents des élus que je vais présenter et qui aborderont cette question sous l'angle aussi des collectivités territoriales, des collectivités locales. En quoi sont-elles concernées par ce problème démographique français et comment peuvent-elles prendre aussi cette question à bras-le-corps. Nous aurons notamment, j'invite tout de suite les internautes à penser à noter le 10 décembre. Le 10 décembre, nous aurons deux intervenants qui viendront, et notamment la journaliste assez bien connue des plateaux télévisés, Gabrielle Cluzel, qui va présenter notamment son livre qui s'appelle Yes Kids. Et nous aurons également Paul Sébille du think tank L'Hexagone qui nous présentera comment l'opinion française pense par rapport à la question de la famille, par rapport à la question de la démographie.
Ce travail d'1 an et plus sera conclu, et c'est très important que nos amis internautes, nos amis présents ici, le notent bien, sera conclu par un livre blanc. Notre think tank participe au débat civique, au débat public, et pourquoi ne pas se le dire, la France est rythmée par les échéances présidentielles, les échéances de ce quinquennat, en principe 2027, et donc par conséquent, ce livre blanc sera destiné à la société civile, à l'opinion publique, aux différents acteurs et décideurs de notre vie sociale, politique, économique, à travers, d'une part, le verbatim et la reprise de l'ensemble des contributions qu'auront apporté nos experts et nos témoins dans ces tables rondes, qui retrouveront leurs contributions dans ce livre blanc, et ce livre blanc sera augmenté des réflexions et des conclusions et surtout des propositions que notre think tank émettra à l'issue de ce travail d'1 an et demi de réflexion, de brainstorming et d'accompagnement de nos experts. Voilà pour la présentation rapide, pardon de ce temps nécessaire pour introduire l'objet de ces mercredis 17. Et tout de suite, nous allons passer à la première de nos tables rondes qui est intitulée « Les actions des communes pour la famille ». Alors, pour en parler ce soir, 3 élus, le troisième va pas tarder à arriver, c'est le maire du 17e arrondissement, mais 3 élus qui sont représentatifs, j'allais dire, de 3 collectivités territoriales de base, qui sont la commune. Il y aura tout à l'heure monsieur le maire du 17e arrondissement, donc Paris, capitale, une ville qui a bien sûr une importante démographie par elle-même. Mais il y a également à côté de moi une maire adjointe d'une commune que l'on pourrait dire une commune de la couronne de Paris, on peut la présenter comme ça. Et puis enfin, dernière caractéristique aussi de la réalité des communes de France, un maire d'une commune, on peut dire urbaine, je ne sais pas, en tout cas s'il validera ma qualification. Peu importe, donc c'est très représentatif ce soir de ce que sont les élus par rapport à cet enjeu démographique. Alors je les présente très rapidement. Chère Caroline, 40 ans, vous êtes mère de 4 enfants, et votre engagement civique et politique, je crois, date de 2013, mais peut-être d'avant. En tous les cas, vous avez à cette occasion fondé un mouvement qui a un nom très sympathique, un nom qui a un très joli jeu de mots, qui était le mot des mères veilleuses. Et on sait que toutes les mères sont merveilleuses. Donc, ça tombe très bien que vous parliez ce soir de votre engagement, qui vous a conduit à être d'abord ancienne conseillère régionale d'Île-de-France, puis aujourd'hui maire adjointe de la ville d'Asnières-sur-Seine, et d'y être justement adjointe chargée de la petite enfance et de la famille, mais vous nous présenterez ça. À ma gauche, Alexandre Touzé, vous êtes, après un parcours de docteur en droit public et de management de sécurité, aujourd'hui, vous travaillez à l'Association des maires de France, mais c'est un hasard, car vous êtes aussi et surtout un élu, et après avoir été, en tout cas, vous êtes toujours, je crois, vice-président d'un conseil intercommunal au sud de votre commune, dont vous êtes, la commune étant membre de ce conseil intercommunal, le maire de Saint-Yon. Vous êtes également vice-président du conseil départemental de l'Essonne. Vous avez presque toutes les casquettes, j'allais dire, de la vie et de la connaissance d'un élu de terrain. Puis je vous présenterai tout à l'heure à son arrivée, M. le maire du 17e arrondissement. Alors, je commence par une première question et je vous demanderai bien sûr d'y répondre environ 5-10 minutes maximum. Et puis on enclenchera une deuxième question qu'après nous partagerons avec la salle. La première question, c'est souvent qu'on entend dire que l'État se désengage, et ce n'est pas seulement de la question de la famille, de la démographie ou de l'enfance, mais que l'État se désengage de la sécurité, de l'économie sociale et reporte ses responsabilités régaliennes sur les communes. Est-ce que la question démographique vous semble, à vous, comme à vous, un exemple également de désengagement de l'État sur cet enjeu qui est celui des familles, de la petite enfance et du soutien à la démographie? Quel est là-dessus votre ressenti, votre expérience d'élu de terrain? Merci beaucoup. Oui, alors, effectivement, c'est une vaste question. L'État, évidemment, depuis
voilà, on va dire, particulièrement depuis 2015, voilà, casse la politique familiale, puisque la politique familiale faisait consensus de la très, très à droite jusqu'à très à gauche. Cette politique familiale faisait consensus et elle était faite pour, en fait, vraiment rééquilibrer entre les familles qui avaient un enfant et celles qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, cette politique familiale, elle s'est transformée en une politique sociale et une politique idéologique. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à rééquilibrer entre les familles qui ont des enfants ou celles qui n'en ont pas. On cherche un autre objectif qui est social, c'est-à-dire à aider les familles en difficulté, sur le dos des classes moyennes, bien souvent, et surtout idéologique, en cherchant partout où on peut à mettre de l'égalité homme-femme et au détriment en premier lieu des enfants. Donc je vais vous donner un exemple. Donc je suis mère adjointe à la famille et à la petite enfance et je me bats depuis le début de mon mandat, depuis 2014, pour dénoncer le coût d'une place en crèche auprès de l'État. Une place en crèche coûte à peu près 2 000 € par mois et par enfant. Voilà ce que ça coûte à vos impôts. Et une famille qui fait le choix de garder son enfant ne perçoit de l'État que 485 €. Et depuis 2015, François Hollande a dit aux familles, ben, si ce n'est pas le père qui le prend, et c'est là où je vous parle d'idéologie, vous allez perdre ce congé parental. Et donc, dans les faits, il y a 2% des pères qui ont pris ce congé parental et 98% des familles qui ont perdu ce congé parental. Et qu'ont fait ces familles? Elles se sont retournées vers une place en crèche, 2 000 € par mois, alors qu'elles ne touchaient que 485 €. Et petit à petit, elles ont abandonné le congé parental, puisqu'il est assez difficile pour une famille de trouver une place en crèche quand l'enfant a 2 ans, parce que les crèches sont pleines et qu'à 2 ans, il n'y a plus de place. Les crèches sont pleines des enfants qui sont rentrés à 2 mois et demi. Et donc l'État continue à faire de la communication en disant on va créer 200 000 places en crèche, qu'il ne crée pas, puisque aujourd'hui dans nos communes, nous fermons des places, nous gelons des places parce qu'il n'y a plus de personnel, et que les assistantes maternelles partent à la retraite massivement, et donc l'offre formelle de garde pour les familles a diminué. Et donc là où je dis que l'État se désengage, c'est que nous on demande que le congé parental soit revalorisé pour permettre aux familles qui le souhaitent de pouvoir le prendre, et ça évitera de créer ces places en crèche extrêmement chères qui bénéficient à très peu d'enfants. Pour vous compreniez bien, le budget petite enfance à Asnières, 97% du budget petite enfance sert pour 1000 places en crèche. Or, il y a 4500 enfants de moins de 3 ans à Asnières. Et à l'échelle de la France, c'est pareil. Le premier mode de garde, en fait, ce sont les parents, à 56%. Le deuxième mode de garde, ce sont les assistantes maternelles. Et le dernier mode de garde, la crèche. Or, l'État ne vous parle que de la crèche, qui est un mode de garde qui coûte extrêmement cher. La Cour des comptes l'a dénoncé dans son rapport il y a très peu de temps, en disant que l'État n'a plus les moyens de créer des places en crèche. Et bien l'État, il continue, et donc il n'écoute pas ces familles qui souhaitent, tous les rapports le disent, le rapport des 1000 jours, l'importance de redonner du temps aux familles pour créer ce lien avec leur enfant. Et donc, là où effectivement l'État ne prend pas ses responsabilités, a une grosse responsabilité sur la baisse de la natalité. Je ne dis pas que le congé parental va faire exploser la natalité, mais n'empêche que redonner du temps aux familles pour
élever leur enfant, passer du temps avec leur enfant, serait un signal fort. Mais non, l'État finalement s'entête à faire de la communication parce qu'il parle de 200 000 places en crèche créées, mais donc c'est des budgets qui sont bloqués à la CAF. Hein, je suis administrateur à la CAF, donc on vote chaque année pour des créations de places en crèche qui ne sont pas créées puisqu'on les ferme. Et donc le Français se fait complètement arnaquer parce qu'il a l'impression que les places en crèche se multiplient alors qu'en fait elles ne font que fermer et que finalement l'offre formelle aux familles ne fait que diminuer. Donc les familles vont se trouver dans une grande précarité de recherche de modes de garde et de nombreuses familles souhaiteraient tout au contraire pouvoir rester un petit peu plus longtemps auprès de leur enfant. Donc ça pour moi c'est une des premières mesures et je pense que la commune a une responsabilité. Vous m'arrêtez parce que je suis intarissable, donc vous m'arrêtez quand... les communes ont je pense, une responsabilité. Donc, nous, à Asnières, nous avons développé les modes de garde alternatifs à la crèche qui coûtent beaucoup moins cher à la commune. Je parle trop en fait les détails. On a ouvert des maisons d'assistantes maternelles, favoriser la garde partagée pour que ce soit qualitatif pour les familles, mis en place des speed dating de la petite enfance. On a fait plein de choses. Mais on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Je n'ouvre plus de crèche sans un autre mode de garde à côté. Voilà. Donc là, je vais ouvrir une crèche. Et ben, au lieu d'ouvrir une crèche de 60, j'ouvre une crèche de 40. Ça coûte beaucoup moins cher à la commune, mais je mets une maison d'assistante maternelle à l'intérieur, ce qui diversifie les modes de garde et qui coûte beaucoup moins cher à la commune. Et donc, il y a une chose qu'une commune peut faire, c'est effectivement donner, parce que finalement une commune, elle va payer la place en crèche, elle contribue à hauteur à peu près de 7 000 €, 7-8 000 € la place. Elle pourrait donner une allocation à des familles qui font le choix de prendre un congé parental et d'abonder un petit peu cette allocation pour donner un libre choix aux familles du mode de garde donc on réfléchit à ça à Asnières, de pouvoir donner une petite allocation puisque l'État ne le fait pas et quand je vous dis que l'État se désengage, oui, et donc ce sont les communes qui sont obligées de prendre des mesures pour relancer la natalité parce que redonner du temps aux familles pour souffler, pour éduquer, pour transmettre, c'est fondamental. Et donc si l'État ne le fait pas, les communes vont bien être obligées de le faire. Merci pour ce premier témoignage. Alors, monsieur le maire, on se tourne toujours vers monsieur le maire pour tous les problèmes qui rencontrent dans la commune. Est-ce que vous aussi, vous partagez cette conviction qu'il y a un désengagement de l'État et qu'on attend tout du maire, même pour la famille? Je vais peut-être compléter parce que ça a été très bien dit et peut-être aborder d'autres choses. Moi, je pense qu'il y a peut-être déjà des engagements intellectuels. C'est-à-dire que on voit bien que, vous parliez tout à l'heure, vous parliez du Conseil national de la résistance, c'est que le modèle de la famille, il a beaucoup évolué. Et je pense que ça doit interpeller l'État, les politiques, pour dire comment on fait revivre ce modèle-là. Sortant de la guerre, la question du mariage ne se posait pas. Aujourd'hui, on a des mariages, on a des concubinages, on a du pax, etc. Enfin, c'est pas sans influence sur la question à l'après-guerre. Une femme qui disait « je ne veux pas avoir d'enfant » elle était vue de travers. Aujourd'hui, c'est un discours qui... je ne sais pas si c'est un en tout cas, c'est un discours et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière là-dessus complètement, en tout cas, parce qu'il y a un processus d'individualisation et on parle de la cycle de base, mais avant la cycle de base, il y a un atome qui est l'individu et qui s'est sorti d'un champ social de contraintes. Est-ce un progrès ou pas? Je ne rentrerai pas dans cette discussion-là, mais c'est un constat. Donc la famille n'est pas une évidence, les formes de famille sont différentes, on a des compositions, des recompositions familiales, et tout ça, je ne pense pas que c'est aujourd'hui pensé. Parce que ça nécessite quand même qu'on s'adapte. Je pense notamment à la question, quand on fait des études sociales sur la population, la part des familles monoparentales augmente considérablement. C'est aussi un questionnement qu'on doit se poser.
il y a aussi, je pense, une fainéantise intellectuelle sur, au fond, on parlait de la question démographique. Est-ce qu'on souhaite relancer la démographie pour être un État puissant, comme au Chili, avec une volonté de... Est-ce que c'est un intérêt économique pour payer les retraites? Est-ce que c'est retrouver un équilibre, une cohérence au niveau de la nation entre l'apport démographique qui serait celui de l'immigration et l'apport démographique qui serait lié à la natalité? Tout ça n'est pas véritablement pensé, je trouve. Et la difficulté pour les communes, c'est aussi de se retrouver face à ce vide. Et puis, deuxième élément pour compléter, il ne faut pas être très long, je pense que c'est aussi la question de la difficulté des relations avec l'État. Question financière, on allait dire, le premier congrès des maires de France en 1905 posait déjà la question des relations financières avec l'État. Donc, c'est quelque chose qui est très durable. Heureusement, on n'est pas comme dans le système allemand où les relations sont très organisées. Nous, en France, on dépend un peu de l'État et de son pouvoir. Mais je crois qu'il y a une problématique, c'est sur la question des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que il y a à la fois réduction des moyens et en même temps des annonces politiques sur on va créer des places de crèche. On a une surnormativité sur la question de la garde des enfants. On voit bien, moi j'ai des témoignages d'assistantes maternelles y compris les services du département, mais multiplication des normes, multiplication des acteurs, avec des exigences en termes de formation des personnels d'accueil de la petite enfance et de l'enfance, qui sont de plus en plus exigeants, avec une pénurie des personnes qui veulent travailler, qui veulent s'engager dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance. Donc, on a à la fois, certes, le désengagement financier, mais un profond vide intellectuel, un profond vide de politique publique. C'est-à-dire, quel est l'objectif? Quand on fait une politique publique, c'est quel est l'objectif? Comment on chemine? Et donc, comment on chemine, c'est poser la question des moyens. Et pour l'instant, on n'a ni l'objectif, c'est-à-dire pourquoi on essaie de démographie. C'est une question qu'il faut se poser. J'y suis pour, mais il faut se poser la question. Et pourquoi il faut le relancer? C'est des questions qu'on n'a pas aujourd'hui dans le débat public. Et comment on met en adéquation normes, financement et réalité. C'est-à-dire qu'on a un État qui est de plus en plus prescripteur en termes de normes d'encadrement, de qualité d'encadrement. Et en même temps, on a certes des choix familiaux où les femmes ou des hommes peuvent choisir de rester, mais on a aussi des préoccupations de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la question d'avoir 2 salaires est quand même une question qui se pose dans beaucoup de familles. Et je ne pense pas non plus qu'on reviendra sur le travail féminin pour être très direct, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'hommes pour rester à la maison. Voilà. Et donc, cette question-là aussi, ça veut dire qu'il va falloir, et sur les sujets qu'on n'aborde pas, et je terminerai par là, on aborde la question de la diversité. On va avoir beaucoup d'assistants maternels ou d'assistantes maternelles qui vont partir en retraite. On est sur les 2-3 années, là, à peu près 50% du volume qui vont partir en retraite. Et donc, un vrai sujet sur un métier qui n'est pas forcément attractif. Oui, je vais juste rebondir sur effectivement cette famille qui a été finalement la famille, on va dire, traditionnelle, qui a été aussi très malmenée, très cassée, avec, comme vous dites, la baisse des mariages, la multiplication des unions, des pax, des enfants qui naissent maintenant hors mariage et tout ça. Et donc, effectivement, tout ça aussi a contribué à ne pas sécuriser une famille. Et on voit bien que la chute des mariages, alors je ne dis pas qu'il y a une corrélation, mais la chute des mariages suit la courbe de la baisse de la natalité. Et donc c'est vrai que nous, à Asnières, on veut réenchanter la famille, réenchanter le mariage. Et donc, parce qu'avant d'être une famille, il y a un couple. Et donc, on a mis beaucoup de choses en place pour les couples. Et on a mis en place la préparation mariage civil pour encourager les gens qui s'engagent à réfléchir justement et pour ne pas forcément se séparer au premier saut d'humeur. Et donc cette préparation mariage civil, elle marche très bien. Il y a beaucoup de jeunes, donc on sent qu'il y a une soif quand même
quelque chose. Et puis, on a mis en place la soirée des mariés. Alors au début, on se moquait un peu de moi quand j'ai mis en place la soirée des mariés, en disant oui, c'est un gadget qui va venir, voilà. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais 50 personnes, donc il y avait un intervenant qui venait parler, c'était souvent une conseillère conjugale et familiale, et qui venait parler, voilà, donner des petits tips au couple pour surmonter et durer, voilà. Et puis, petit à petit, c'est devenu une institution à Asnières, et aujourd'hui, on a transformé cette soirée des mariés en dîner, un tête-à-tête à deux, où les commerçants sont partie prenante, donnent des réductions aux couples qui y participent, et du coup, le jour de la soirée des mariés, enfin la semaine où il y a la soirée des mariés, ben, dans la ville, il y a placardé partout le couple durable, la famille durable, les commerçants sont, vous voyez, et donc il y a quand même moyen, et cette soirée est pleine à craquer de gens venus de tous les milieux sociaux de la ville d'Asnières, qui est assez riche de ce point de vue-là. Et en fait, il y a quand même des moyens de réenchanter la famille, de reparler positivement de la maternité, et pas seulement comme d'une contrainte, comme quelque chose j'étais à une conférence et on parlait de la maternité comme quelque chose de vraiment dégradant, de s'occuper de ses enfants comme quelque chose de dégradant, et que finalement, donc je pense que aussi, en étant élu local, on a moyen de réenchanter la famille, de faciliter la vie de la famille. Nous, on a ouvert une maison de la famille où justement les familles peuvent trouver voilà, des conseillers conjugaux et familiaux pour surmonter une difficulté, et dire aux familles, on va prendre soin de vous, parce qu'une famille qui va bien dans une ville, en fait, ou dans un pays, elle ne se retourne pas vers l'État, et elle joue son rôle de solidarité, de première solidarité, et de transmission. Et si on a cassé à ce point la famille, ben ces deux choses ne marchent pas, et donc les gens se retournent vers, en premier lieu, le maire, les élus, parce qu'effectivement, une femme seule, ben, elle va se paupériser très vite, et donc il va falloir trouver une place en crèche, un logement, et donc on a tout intérêt à ce que les familles aillent bien, et il y a des façons positives de reparler de la famille, et surtout de prendre des mesures transverses, c'est-à-dire que l'État, quand il décide d'une mesure, il doit se poser la question, quelles conséquences pour les familles? Quand il prend la décision de dire il va falloir changer toutes les fenêtres de votre appartement parce que sinon il ne vaut plus rien, quel impact ça va avoir sur une famille? Est-ce que ça va fragiliser la famille, angoisser la famille, et finalement, à force d'angoisser les familles, petit à petit, effectivement, elles hésitent à avoir un autre enfant parce que ce sont des politiques familiales qui ne sont pas stables et qui sont culpabilisatrices. Et donc, moi, je pense qu'il faut réenchanter la famille et réenchanter la maternité en n'opposant pas ça comme un frein à la carrière des femmes. Et aujourd'hui, la maternité, elle est montrée comme un frein et un renoncement, que si la femme a un enfant, elle va devoir renoncer à sa carrière. Et c'est le discours développé depuis de nombreuses années. Et donc il faut être optimiste et mettre au pouvoir des gens qui aiment la famille, peut-être qui ont des enfants, ça aidera. Mais bon, ça c'est pas très politiquement correct, mais voilà. Mais je pense qu'il faut garder de l'espérance, mais c'est urgent, effectivement, avant que la tendance s'inverse trop d'une façon irréversible. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, et on va voir quelle est l'opinion également de ce maire. C'est bientôt les élections municipales. Et est-ce que justement, vous sentez que les électeurs vous parlent du sujet familial comme un des enjeux municipaux, ou est-ce que vous estimez que c'est le devoir et la responsabilité des élus, en tout cas des candidats aux élections municipales prochaines, que de mettre la famille parmi les enjeux aussi d'une mandature municipale? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire?
je pense pas que ça soit c'est peut-être pas présenté comme une attente aussi globale, aussi conceptuelle, mais par contre, on sent les attentes en termes de service. C'est-à-dire que, effectivement, dans la commune, elle est à l'heure de Paris, donc ça veut dire mes concitoyens qui font 2 heures ou 3 heures de transport par jour. Donc, derrière, quand on a un enfant et qu'on fait 2 heures ou 3 heures de transport par jour, il y a une forte demande de services liés à la petite enfance, à l'enfance. Voilà. Et puis, il y a aussi, et c'est une vraie interrogation quand on parle de la famille, parce que la famille, c'est la première cellule privée en fait. Et jusqu'où on intervient dans la famille? C'est une question qu'on peut se poser quand on aborde le sujet plus précis de la parentalité, qui est un vrai sujet. Alors, ça commence des nourrissons qui se présentent à la PMI, où on va transmettre un certain nombre de codes, de savoir-faire aux parents, parce que cette transmission qui existait il y a 30 ans, intrafamiliale, elle existe de moins en moins. Et l'arrivée d'un nourrisson, c'est une source de stress, parce qu'on sort très vite de l'hôpital, parce que cette transmission à l'intérieur de la famille se fait de moins en moins. Donc, c'est une première approche du soutien à la parentalité. Mais on voit bien que ça continue tout au long et se pose la question jusqu'où on va, jusqu'où on intervient et jusqu'où se pose la question, en fait, presque, le terme n'est pas approprié, mais de l'entrisme au sein de la famille. Et je pense que c'est un vrai sujet pour les élus, parce qu'aujourd'hui, on est en soutien vraiment de plus en plus le sujet, parce que beaucoup d'enfants ne vont pas bien. Moi, je suis. On voit dès l'école maternelle, grande section, entrée en CP, on a une quantité d'enfants qui ne vont pas bien, avec des parents qui ont perdu beaucoup de repères, y compris, je suis dans le milieu urbain, avec beaucoup de CSP+, etc. Donc, c'est pas que les quartiers populaires, etc. On voit vraiment qu'on sorte de cette idée. Avec ce qu'on appelle les orphelins de 17 heures parfois. Et donc, se pose pour nous jusqu'où on va dans le soutien à la parentalité. C'est-à-dire de plus en plus, on est interrogé et interpellé par des parents qui sont dépassés par la parentalité, qui, dès le CM1 ou le CM2, sont dépassés en termes d'autorité. Je suis aussi vice-président du conseil départemental où j'ai en charge la prévention et la sécurité. Moi, dans mes 101 collèges des hommes, c'est pas les 101, mais j'en ai quelques-uns où j'ai des gamins qui arrivent en 6e avec des armes blanches dans le cartable, pardon. Ça pose la question, quand en 6e on a une arme blanche dans son cartable, ça veut dire qu'on a peut-être raté quelque chose. Voilà. J'ai des sujets de prostitution des mineurs en 6e. Voilà. Donc, c'est des sujets il y a 10 ans dans mon département, on ne les connaissait pas. C'est plus des sujets de lycée, on va dire, que des sujets de 6e. Et donc, aujourd'hui, se pose à la collectivité, et de plus en plus tôt, comment, moi j'ai un regroupement pédagogique, on est trois villages pour la vie de l'école, j'ai embauché une médiatrice scolaire à l'école primaire pour suivre les gamins. Parce que j'ai des gamins qui sont en situation de crise permanente, qui déstabilisent les enseignants. On a des classes qui sont, dès l'école primaire, qui sont perturbées. Il y a 2 ans, ils m'ont mis par terre, par l'expression, qui sont absolument déçus dans une classe. Donc, cette question de la famille, c'est tout l'accompagnement social, effectivement, la question de garde, la question, je pense que dans toutes les communes, j'ai un accueil post-scolaire, j'ai une crèche intercommunale, j'accueille les assistants maternels pour qu'ils puissent avoir des activités ensemble, que les enfants, voilà, de temps en temps, puissent avoir du lien social ensemble. C'est beaucoup de choses, mais on voit bien que, en fait, l'attente de la politique familiale, elle va bien au-delà sur les sujets de parentalité, et à un moment, on va être à la limite de l'exercice, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre un éducateur, on ne pourra pas mettre derrière chaque enfant. Et se pose la question,
comment, non pas le soutien de la parentalité, non pas on remplace la parentalité par d'autres acteurs publics, mais comment on remet les parents en situation de parentalité, en situation d'exercer leur parentalité. Merci José-Marie. Alors, pareil, Agnès, c'est un enjeu. Ah ben, je partage totalement votre point de vue, mais en fait, peut-être faut-il redonner du temps aux parents pour être parent. Si vous voulez, quand un enfant à 2 mois et demi est mis à la crèche, après, il va à l'école, il va y rentrer, y être déposé. Allez, quand l'école ouvre à 8 h, il va être déposé à 8h30, il va être déposé à 8 h. Donc il y a du périscolaire avant l'école, la cantine, le périscolaire après l'école. L'enfant rentre chez lui, il est 18h30, 19h. Donc le gamin, il est depuis 2 mois et demi à la crèche en collectivité. Et le temps passé avec les parents est nul. Donc il y a quand même une question fondamentale à se reposer, à redonner du temps aux familles pour éduquer, pour connaître leur enfant, rentrer en relation. Moi, j'ai pris une mesure qui n'est absolument pas politiquement correcte à Agnières, mais je l'assume et je l'ai expliqué. Je me suis rendu compte, donc on a des difficultés dans les crèches avec un manque de personnel. Et donc, on a regardé comment on pouvait maintenir les crèches ouvertes. Il y a beaucoup de villes qui les ferment. Et je me suis rendu compte que les mamans qui étaient en congé maternité, donc chez elles, soit enceintes, soit avec leur nouveau-né, c'était elles qui mettaient les enfants 10 heures en crèche. Et là, je me suis dit, il y a quand même un petit souci, c'est-à-dire qu'elles sont à la maison avec leur enfant ou enceintes, et elles mettent l'aîné 10 heures en crèche. Et donc, dans mon règlement de fonctionnement des crèches, j'ai dit qu'une maman en congé maternité devait réduire un petit peu ses horaires, mais ce n'était pas pour le confort du personnel, c'était pour des mamans. Et j'ai eu un lever de bouclier des mamans qui m'ont dit, vous discriminez, le mot était lâché, les femmes enceintes. Alors, à moi qui défend la politique familiale, ça m'a fait mal. Et donc, ce n'est pas une décision que j'ai prise toute seule, comme ça, en me levant le matin, c'est une décision qu'on a prise en collégialité avec les directrices de crèche, avec les psychologues des crèches qui voyaient bien l'impact sur l'aîné de savoir sa maman à la maison et qu'on vienne le chercher le dernier à la crèche. Et donc j'ai maintenu, j'ai tenu bon, et j'ai reçu chaque maman. Et je lui ai expliqué, et on lui a expliqué pourquoi on prenait cette mesure, que c'était pour elle aussi, que de passer du temps avec son enfant, c'était important et qu'elle allait y prendre goût, en fait. Et il y a beaucoup de mamans qui sont venues me remercier après. Vous voyez? Et donc, je pense que ce temps, il faut le redonner aux parents. Avant, on disait, pour élever un enfant, il faut un village. Le village, il n'est plus autour de l'enfant aujourd'hui. Les grands-parents travaillent, la maman, elle est très seule quand elle accouche. Et donc, effectivement, il faut redonner du temps aux parents, mais aussi leur créer des lieux pour qu'ils puissent se rencontrer. Moi, le nombre de mamans qui me disent, oh là là, vivement que je retourne bosser, parce que mon congé maternité, je me suis tellement ennuyée. Vous voyez, parce que les mamans sont très seules. Donc, nous, on a créé des lieux d'accueil enfants-parents, on les développe beaucoup à Agnières, et c'est des lieux où les mamans vont se rencontrer, vont pouvoir après se retrouver au soir, s'entraider, mais redonner du temps. L'État, il ne peut pas élever les enfants. C'est pas possible, c'est les parents qui doivent le faire. Donc, je pense que l'urgence, c'est que le lien entre un parent et son enfant ait le temps de se créer. C'est pas quand vous redéposez votre enfant à 2 mois et demi à la crèche alors les mamans me disent faut pas les culpabiliser. Moi, je suis pas au contraire, je suis pas là pour les culpabiliser, mais pour leur redonner ce temps et pour qu'elles apprécient ce temps, qu'elles apprécient cette maternité. Mais en fait, le discours ambiant, c'est si tu reprends pas ton boulot, tu vas rater ta vie, tu vas rater ta carrière, et donc elles sont prises dans ces injonctions
Et donc, pour moi, il est urgent que le discours politique change. Et quand vous le changez avec cette petite mesure, en fait, il y a des mamans qui sont venues me dire merci en me disant bah, j'ai apprécié ce temps et j'en ai été capable de passer du temps avec mes 2 enfants. J'ai été capable de le faire. Donc, je pense que effectivement, les responsables politiques ont des responsabilités majeures dans le discours qui est donné à leur population, les choses mises en place, dont ce congé parental, pour moi, qui est la première pierre à remettre. Donc là, ils nous ont sorti un congé de naissance, 2 mois pour le père, 2 mois pour la mère. Donc, en fait, encore une fois, ce n'est pas une mesure de politique familiale, c'est une mesure d'égalitarisme. Si c'était une vraie mesure de politique familiale, on laisserait la liberté aux familles de choisir. Là, on dit 2 mois pour le père, 2 mois pour la mère. Donc, la mère prend 2 mois. Si le père ne peut pas, ne veut pas ou ne peut pas, c'est perdu. Et donc, qui paye? C'est l'enfant, en fait, qui aurait pu passer 4 mois avec ses parents et il ne va passer que 2 mois. Et donc, tant qu'on ne sortira pas de cette idéologie d'égalitarisme homme-femme, à quelque part monter l'homme un peu contre la femme et dire à la femme tu es l'égal de l'homme, la maternité c'est gênant, ça va stopper ta carrière, ben on ne relancera pas la natalité tant qu'on ne change pas de discours, de vision et qu'on ne réenchantera la maternité. Merci. Les mairies ont une compétence, les communes ont une compétence, celle des écoles maternelles. On commence à entendre dire qu'il y a un thermomètre de la réalité de la baisse démographique en France, c'est à travers la fermeture de classes. Certains ont un discours à court terme, termiste, eh bien c'est peut-être des recettes en moins, ou des dépenses en moins. D'autres, au contraire, peuvent y voir un investissement sur l'avenir qui est perdu. Est-ce que dans vos communes respectives, vous vivez ce début de réalité de la diminution démographique par la baisse du nombre de classes? Alors, dans ma commune et dans l'Essonne, non, parce que c'est le positionnement géographique de l'Essonne. En fait, Paris se vide parce que les familles n'ont pas les moyens de réaliser de beaucoup de familles n'ont pas les moyens de vivre à Paris, et en fait, toute la petite couronne qui est desservie par Grand Paris Express commence à se mobiliser, et donc nous, l'Essonne, on reçoit, en fait, c'est très schématique et très caricatural, on reçoit encore des familles, et on a un département où on crée des collèges encore, et on ouvre des classes. Et encore, on a une dernière étude de l'INSEE qui sont sorties il y a quelques jours, prévoit encore soit une hausse de la démographie scolaire, soit une baisse beaucoup plus légère qu'ailleurs. Cependant, la question de la baisse de la démographie scolaire, on voit bien dans les chiffres, on voit bien dans le débat récemment budgétaire de l'éducation nationale, où s'est posée la question de la corrélation entre le maintien des effectifs des enseignants et la baisse des effectifs scolaires. C'est un débat qui est devant nous, et on voit bien qu'à Paris, par exemple, il y a beaucoup d'établissements scolaires qui ferment. Voilà. Donc ça pose la question pour les collectivités aujourd'hui, mais ça touche tous les bâtiments publics, de réfléchir à leur modularité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le temps où on construisait un bâtiment et où on lui donnait une fonctionnalité unique, c'est un temps qui est complètement dépassé. Moi, par exemple, je suis en pleine construction, en train d'extension de mon école, parce que je veux avoir une grande bibliothèque scolaire, parce que je suis passionné par la question de la lecture, et je pense que la première discrimination entre les familles, c'est l'accès au langage. Et la question de l'accès au langage, ou de l'inaccès au langage, amène à la violence. Et on voit dès l'école, on voit dès les crèches d'ailleurs, entre les enfants qui mordent et les enfants qui ne mordent pas, la question de l'acquisition du langage, voilà, c'est quelque chose qui est essentiel. Et quand on développe le locaux scolaire, je vais faire en sorte qu'ils puissent servir autre chose qu'à l'école. Voilà. Après, ça fait partie aussi, je pense, que de développer des locaux de la petite enfance. J'ai eu la chance d'avoir une crèche intercommunale et de travailler pour avoir une crèche
marginale dans ma commune, d'accueillir l'organisation maternelle, de développer mon école primaire, ça fait partie aussi de l'attractivité aussi pour les familles, de voir des établissements scolaires qui sont dans des états agréables. Peut-être une des craintes aujourd'hui des parents, enfin je vois dans mon département, c'est le passage au collège. Parce que le patrimoine immobilier n'est pas forcément très accueillant et ça peut. Voilà. Donc, en synthèse, c'est là qu'on pense à cette baisse à terme, en tout cas dans mon département, ça sera un peu plus tard, mais on voit bien dans tous les départements en termes des écoles, des collèges et des lycées. Mais il faut quand même réfléchir, parce qu'on voit bien aussi que l'activité dans une classe en école maternelle et en école élémentaire, la manière d'enseigner a aussi évolué. Et on a aussi besoin de faire évoluer notre bâti scolaire. Il y a eu le dédoublement des classes dans les zones prioritaires, et on voit bien qu'aujourd'hui, on était, il y a 30 ans, on faisait des classes de 40-45 mètres carrés, on est plutôt sur du 50 ou du 60 mètres carrés aujourd'hui sur nos classes. Donc la baisse de la démographie scolaire, elle peut aussi nous amener à voir comment on fait évoluer notre bâti scolaire à la fois sur la modularité des usages, mais aussi sur la modularité de l'enseignement, parce qu'on aura plus de classes de double niveau, parce qu'on a des nouvelles méthodes pédagogiques, et donc c'est pas forcément fermer les bâtiments la réponse à la baisse de la démographie scolaire. À Agnières, on va faire des écoles. Alors, à Agnières, la population augmente parce qu'on construit, donc, mais si on ne construisait pas, donc il y a des nouvelles familles, effectivement, on bénéficie de tout l'apport des Parisiens qui fuient Paris, justement par manque de politique familiale attractive pour les familles, donc elles quittent Paris, et on a la chance qu'elles viennent s'installer à Agnières. Mais effectivement, si on ne construisait pas, la natalité baisserait à Agnières malgré tout. Donc effectivement, une école où il y a moins d'enfants, c'est assez logique. On ne va pas laisser une classe avec un professeur sans élèves. Donc fermer une classe, c'est vrai que c'est toujours mal vu de dire on ferme des classes, mais après c'est un principe de réalité. S'il n'y a pas d'enfants, on ne va pas laisser une classe ouverte avec un professeur s'il n'y a pas d'enfants. Donc oui, c'est une des conséquences de la baisse de la natalité. Pour l'instant, on sent que ça frémit un peu. Nous, il y a certains quartiers où on ferme des classes et je pense que ça va être une tendance. Alors peut-être qu'on prendra la décision de mettre moins d'enfants dans les classes parce qu'ils sont devenus plus difficiles et que, en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, effectivement, on sent que c'est une tendance qui s'amorce là, à Agnières. Oui. J'avais envie de vous poser une dernière question avant que nous passions aux questions posées à la salle, et peut-être aussi, alors je ne sais pas si sur Internet, les personnes ont la possibilité de taper des questions sur le chat et notre animateur pourra les lire. Le Premier ministre a lancé en tout cas l'hypothèse d'un nouveau chantier de la décentralisation. Et la question peut éventuellement se poser de savoir si les collectivités communales sont à la revendication peut-être de compétences prises sur l'État en matière de politique familiale. Et quel est votre avis là-dessus? Alors peut-être que vous-même qui travaillez par ailleurs à l'Association du maire de France, vous avez une idée plus générale peut-être de propre cas de votre commune. Vous avez aussi une expérience départementale qui a la compétence de la PMI, de la petite enfance et de l'aide sociale en général, mais peut-être aussi de l'aide sociale d'enfance. Vous-même aussi, vous allez me dire votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il faut que vous revendiquiez des compétences familiales au titre des communes, et si oui, lesquelles? Alors, déjà, une des compétences qu'il faudrait qu'une commune récupère urgemment, c'est l'attribution des logements sociaux. Je ne sais pas si vous pensez à la même chose, mais effectivement, un maire, il doit pouvoir... voilà, il connaît ses familles, il connaît l'environnement, il connaît un élu local, il est très proche de la population, donc de reprendre la main sur l'attribution des logements sociaux en faisant le choix peut-être d'y mettre justement du personnel
des assistantes maternelles, du personnel de crèche, des infirmières, des professeurs, qui n'ont plus les moyens de vivre dans nos communes parce que c'est beaucoup trop cher. Mais non, on a un quota très faible d'attribution de logements sociaux. Et pour moi, une des premières choses qu'il faut récupérer, c'est vraiment cette attribution où finalement, on impose, la préfecture impose à une ville des familles difficiles, des familles qui viennent pourrir la vie d'un immeuble. Et derrière, c'est le maire qui subit les conséquences de cette politique nationale. Merci pour ce témoignage. Bon, peut-être, vous m'invitez à avoir une vision plus transversale. Moi, j'exerce à 3 niveaux. Je suis maire, je suis vice-président d'une petite communauté commune de 27 000 habitants et je suis vice-président d'un département d'1,3 million. Si je dis dans ma mairie, il faut faire ça, j'ai à peu près 90% de chance que mon intention soit réalisée. Si je dis dans la côté commune, il faut faire ça, je descends à 50-60. Et si je dis dans mon département, il faut faire ça, je descends à 30 ou 40% de chance que ça se réalise. Alors après, je suis obstiné, donc j'arrive plus ou moins, mais cette démonstration, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus on s'éloigne du terrain, moins on est efficace. Et donc moi, je suis très partisan de dire, on délègue à la commune ce qu'elle peut faire. Alors, j'ai des choses qu'elle ne peut pas faire, on ne va pas dépasser le mur mentalement, on ne peut pas demander à la commune ce que l'arbre. Mais tout ce que la commune peut faire, on doit le faire. Plus que le département, si ça ne va pas, on passe à l'échelle de l'intercommunalité. Si ça ne va pas, on passe à l'échelle du département et à l'échelle de la région. Et après, l'État. Après, il a l'État, bien sûr, son secteur régalien qui n'est pas que personne, voilà, les affaires étrangères, l'armée, etc., la justice, bon, voilà. Mais il faut partir, un président qui a ce concept de subsidiarité ascendante, c'est-à-dire que ceux qui sont plus adeptes du personnalisme des moyens miniers, c'est au plus près du terrain qu'on doit exercer la responsabilité. Voilà. Et donc, la commune, c'est le de base. Si on n'y arrive pas, on monte d'un cran, si on n'y arrive pas, on monte d'un cran, etc. C'est à la fois très simpliste, et ça évite en fait de faire des réformes à l'amplitude de décentralisation, où on va transférer un truc, on va transférer un autre bout, mais on va quand même garder quand même un petit bout de contrôle au niveau de l'État, etc. Essayons d'avoir des schémas très simples, parce que nos concitoyens ne comprennent plus rien à les simplifications. Non, et puis je rajouterais aussi que en fait, l'État prend des lois, décide de choses qui sont très parisiennes, bien souvent, complètement déconnectées de la réalité des communes plus rurales, des communes plus petites. Et en fait, en redonnant la main aux maires, on est sûr que les décisions seront adaptées à leur population et à la réalité de leur population. Merci. Alors, je vais passer le micro au baladeur pour permettre à la salle, et comme je l'ai dit, nos amis internautes peuvent aussi mettre sur le chat des questions qui seront lues par notre animateur. Est-ce qu'il y a une première question peut-être qui vous pouvez me permettre d'en poser une? Allez-y. Alors, s'il vous plaît, si chaque personne qui pose une question peut simplement au moins donner son prénom et peut-être voilà, se positionner, c'est intéressant aussi pour notre question générale. Je suis Jean-Christian Valette, je suis membre de l'UP depuis peu. Voilà, ma question, en fait, je reviens sur l'aspect famille, mais avant la famille, il faut un couple, hein, enfin des enfants, il faut un couple. Et dans quelle mesure, je me pose la question vraiment, depuis longtemps d'ailleurs, mais en général, quand je pose la question à des gens, tout le monde me regarde avec des yeux ronds, dans quelle mesure une ville, une commune peut inciter ou aider des couples à se former? Vous avez cité très intéressant de parler des incitations à perdurer, à faire que les couples restent ensemble, ça c'est très bien. Mais dans quelle mesure est-ce qu'une commune peut aider les couples à se former? Je rebondis sur l'idée des réunions pour les assistantes maternelles, les speed meetings, speed dating dont vous parliez. Est-ce qu'une ville, ce serait bien vu ou mal vu ou ridicule qu'elle puisse, d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur les réseaux sociaux locaux ou en réel, organiser des choses pour faire que les gens se rencontrent et pourquoi pas former des couples? Alors, Marie Boanière.
C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on le voit bien. Hein. Une des raisons aussi des chutes de la natalité dont on parle moins, donc bien sûr il y a la politique familiale, il y a tout un tas de raisons, mais c'est la non-formation couple. C'est-à-dire que pour avoir un enfant, il faut quand même être deux. Bon, je n'irai pas plus loin dans le débat. Voilà, il faut un homme, une femme, a priori. Mais effectivement, la non-formation de couple augmente énormément. Et c'est un vrai sujet qu'il va falloir poser sur la table et effectivement réfléchir, pourquoi pas, à une façon parce que finalement, tous les jeunes, avec l'apparition des réseaux sociaux, ont eu l'impression d'avoir plein d'amis, de connaissances, de relations et tout ça. Et on voit bien que les relations se sont distendues et que finalement, les jeunes sont très seuls. Et donc, il va falloir remettre du lien que finalement, ces réseaux sociaux ont coupé. Donc, Asnières, c'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes familles. Il y a beaucoup de retraités, mais les jeunes en âge de se mettre en couple, j'ai envie de dire, bien souvent quittent Asnières et ils vont peut-être à Paris par un passage à Paris. Donc je ne suis pas sûre d'avoir un auditoire suffisant, mais je pense que c'est une question effectivement à réfléchir. Parce que de toute façon générale, en France, le taux de célibat est en train d'augmenter. Mais bien sûr. Peut-être pas à Asnières, je ne sais pas, mais dans beaucoup de villes. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des soirées fiançailles à Saint-Jean? Alors, non, je suis désolé, je vais réfléchir en sortant, mais je pense que je suis dans une situation où les familles, quand elles viennent dans mon village, en fait, sont déjà en couple. Voilà. Donc, c'est moins, à mon avis, le débat est peut-être moins de former des couples et de transformer en marieurs que de peut-être réfléchir, parce qu'on ne fait pas assez, je trouve, dans les petites communes, à s'occuper justement des jeunes actifs et les soutenir aussi dans leur activité culturelle, dans leur activité sociale. Mais quand ils viennent chez moi, ils sont déjà en couple, ils ont même souvent déjà un enfant. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Je vous en prie. Bonsoir, je suis administrateur de l'IEP et je vous remercie de vos interventions qui me vont très bien. Mais pourtant, j'ai été un peu inquiet au début où Mme Carpentran a parlé de budget. Et c'est un problème important, j'en suis convaincu. 2000 euros par crèche et puis 400 pour la garde de l'enfance. Je comprends le problème. Il y a certainement des problèmes budgétaires. Je ne suis pas sûr que la dénatalité ne relève que de problèmes budgétaires. Et je pense qu'il y a des phénomènes liés à l'individualisme ambiant. L'individualisme, c'est en particulier moi, j'ai des droits, on ne parle que de nos droits, y compris à l'école. Et le droit de consommer, ça devient majeur. Or, l'enfant, c'est un empêcheur de tourner en rond pour consommer. Et c'est pas que en donnant des budgets qu'on résoudra le problème de la consommation. C'est un problème fondamental d'individualisme. Alors, heureusement, vous avez la première question qui a été posée, c'est sur la formation. Monsieur Touzet, vous avez parlé de culturel ou d'intellectuel, mais moi je l'ai entendu un peu culturel. Donc, que peut faire une commune dans ses maisons de la culture ou dans ses programmes à l'école pour réenchanter la culture, c'est-à-dire de montrer l'intérêt du bien commun, montrer que l'individualisme c'est quelque chose qui est stérile, excusez-moi, je trouve ça presque une forme de culture de mort. Hein. Et donc, est-ce qu'au niveau culturel, il n'y a pas une porte d'entrée et dans les écoles pour reformer les enfants? On en tirera les bénéfices dans 20 ans peut-être, mais si on ne fait rien, dans 20 ans, on n'aura toujours pas solutionné le problème. Je vais être interpellé. Non, mais c'est un sujet qui me passionne et moi je passe 50% de mon temps de maire sur la question des enfants. Donc les adjoints font le reste. Mais c'est une question qui me passionne et aujourd'hui je pense que les enseignants dans l'école primaire sont dans une position extrêmement complexe. D'une part parce qu'ils sont de plus en plus contestés par les parents et dès l'école primaire.
et ça monte après. Il y a un excellent rapport de la médiatrice d'éducation nationale qui est sorti au mois de mars-avril qui montre la hausse très importante des contestations des parents, contestations pédagogiques, contestations sur tous les sujets, une judiciarisation extrêmement forte de ce qui se passe à l'école, et donc un climat d'incertitude, d'insécurité pour les enseignants qui est extrêmement fort, une baisse du niveau de lecture qui est incroyable. Moi, en 10 ans, j'ai vu le conseil municipal des enfants, hier c'était le 11 novembre, je leur fais lire un petit texte, et par contre, mon conseil municipal des enfants, c'est plutôt la crème. Voilà, les gamins, voilà. Mais je constate en 10 ans une baisse du niveau de lecture qui est incroyable. J'ai des gamins en CM1, CM2 qui n'empruntent à la bibliothèque que de la BD, quoi, qui savent plus lire. Si vous faites une comparaison, parce que je savais par lecture, vous faites une comparaison sur, je pense qu'on a tous connu les livres de la bibliothèque verte cartonnés. Vous faites une comparaison entre les livres de la bibliothèque verte cartonnée il y a 20 ans et les livres de la bibliothèque verte d'aujourd'hui. Vous passez du caractère 10 au caractère 14, vous passez de 200 pages à 120 pages, et avec une illustration, etc., avec des thématiques, avec des... mon fils est en CM2, certains temps ne sont plus appris à l'école, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur le présent, passé composé, etc., mais les autres temps qu'on apprenait quand on était à l'école, voilà. Et en fait, les enseignants, ils vivent cette vague. Et aujourd'hui, on leur demande d'être au poids moyen, c'est-à-dire de répondre en fait au poids moyen de la classe. Et donc, du coup, on n'a plus d'ambition éducative, on passe systématiquement. C'est extrêmement complexe. Alors, oui, les collectivités, moi je suis en train de construire une bibliothèque de 100 mètres carrés pour 60 gamins. Voilà, je mets des livres, je les commande, enfin, j'ai une volonté, mais j'ai une médiatrice scolaire pour qu'elle les accompagne sur l'éducation à la lecture, au livre, etc. On essaie de faire des choses, mais en face, on a des enseignants qui sont submergés, et puis on a une forme aussi, quand j'ai commencé à être maire, c'est mon 3e mandat de maire, on avait des enseignants qui étaient un peu, ça existe encore, hein, je ne veux pas caricaturer, mais qui étaient encore très hussards de la République. J'avais des enseignants qui amenaient les enfants au monument aux morts, le 11 novembre. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, quoi. Enfin, et quand je leur dis, mais vous savez, je plaisante un peu avec elles en disant, vous savez, moi j'adore la 3e République, le village, chez le curé, le maire, les enseignants, elles me regardent, enfin, je les provoque un peu, quoi, mais elles me regardent. Mais vous avez un rôle essentiel, quoi. Il faut qu'au moment où vous soyez à côté de moi, il faut que. Enfin, aujourd'hui, et d'un autre côté, l'État les a complètement délaissés, les a totalement paupérisés. Les enseignants sont fortement attaqués par les parents. Aujourd'hui, voilà, c'est complexe. Alors, je pense que les collectivités, beaucoup de collectivités ont envie d'agir. Mais c'est très difficile d'éduquer les enfants contre les parents. Enfin, je suis un peu caricatural en disant ça, mais dans beaucoup de situations, on a cette difficulté, voilà. Et je vous prends un dernier exemple. Pendant, moi je siège dans 5 conseils d'administration de collège, il y a eu des bilans après la Covid, des parents qui avaient ouvert les mails pendant les périodes où on devait rester chez nous, les enseignants envoyaient des mails pour qu'on puisse faire classe, les parents puissent faire classe. On avait des taux de parfois 20-30% des parents qui ouvraient les mails que les enseignants envoyaient pour accompagner leurs enfants. Enfin, voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui. On va prendre une autre question de la salle, et peut-être une question qui s'était posée à la fin. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions d'Internet? Pas de questions d'Internet pour l'instant, mais je vous en prie, vous pouvez le faire en tapant votre question sur le chat et ce sera lu par notre animateur. Je vous en prie. Oui, par idée, moi,
je suis aussi au conseil d'administration de l'IEP. Je viens d'un petit village de 250 habitants, pardon. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Avec Caroline, on a eu l'honneur et l'avantage de contribuer à la création d'Espérance banlieue. J'étais président d'une école, Caroline était au comité stratégique, et on a réfléchi beaucoup au problème de l'éducation. Et j'ai constaté à Argenteuil, ville de 120 000 habitants, taux de natalité 2,6 enfants par femme. Donc on est vraiment dans une autre culture, dans une autre, comment dire, dans une autre façon de concevoir la vie. Alors il ne faut pas non plus rêver. Les femmes, les familles en question sont tout aussi brisées, fatiguées, détruites par l'ambiance en général qu'ailleurs, et plus ces familles qui sont pour l'essentiel musulmanes s'éloignent de l'islam, plus elles adoptent nos défauts et nos grandes fragilités. Mais néanmoins, l'école d'Argenteuil que j'ai présidée, il y a 150 élèves, pas plus, 18 par classe. Nous le faisons exprès. Les familles sont impliquées. Nous avons, au profit des familles, des cours d'éducation sexuelle, de vie affective, etc. Pas du tout ce que l'État nous demande, en tout cas quand j'étais président. Et on s'occupe beaucoup des familles, on lie l'éducation, l'enfant, sa formation académique, sa formation éducative à la famille. Elle est pleinement associée. Moi, je crois que tout ce que vous dénoncez tous les deux, et à tout à fait juste titre, ne pourra se résoudre que s'il y a vraiment une révolution en France qui consisterait à donner aux communes le pouvoir sur l'éducation, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigent les écoles, aux écoles de passer, je l'ai dit 10 fois au maire d'Argenteuil, il me dit, mon pauvre, j'ai 55 écoles primaires dans ma vie, comment je les divise en classes de 12, c'est 18, c'est extrêmement difficile. Donc de réduire, d'adapter les établissements scolaires aux exigences éducatives d'aujourd'hui, et donc un véritable politique mobile, enfin, la mobilisation des maires par Camille Distin le dit quand il parle au nom des maires de France, mais véritable pour la prochaine élection présidentielle et probablement dans un premier temps municipal, pour que vous soyez les maîtres de l'éducation, comme l'a dit Caroline, que vous puissiez avoir la main sur les logements sociaux, et qu'enfin vous soyez les chefs des enseignants. Parce que nous, les enseignants, mais aujourd'hui, il n'y a pas de chef. Mais les enseignants, au début, tu te souviens, Caroline, on avait des enseignants qui n'étaient pas professeurs. Et plus on s'institutionnalise, si j'ose dire, plus nos enseignants viennent de l'éducation nationale. Et pourquoi ils viennent à l'éducation nationale? L'éducation nationale chez nous. Parce que nous, c'est le directeur qui a toujours raison, le professeur qui a toujours raison. Et quand le professeur a tort, ce n'est pas le problème des familles, c'est le problème du directeur. Donc, si vous voulez, ce contexte-là, qui vise à soutenir les professeurs par une transformation radicale de l'organisation de l'école, me semble indispensable si on veut commencer à remettre en place une politique familiale. Et moi, j'appelle de mes voeux vraiment une vraie mobilisation des maires, de gauche, de droite, de travers, de tout ce qu'on veut, une vraie mobilisation des maires pour réclamer, comme l'avait très bien dit M. le maire, d'être les maîtres de ce qui sont les mieux placés pour faire. Et l'éducation à l'école communale, les centres d'éducation divers et variés à travers des associations, évidemment les logements sociaux, etc., vous êtes les mieux placés. Moi, je le vois avec le maire d'Argenteuil. Pourtant, il a une énorme administration qui l'emmerde tous les jours, en disant voilà les normes, voilà les machins, voilà les trucs. Bon, on met 4 ans pour construire une école. Enfin, vous connaissez tout ça avec moi. Moi, je pense que tant que vous ne vous mobiliserez pas, quand je dis mobilisation, c'est une véritable mobilisation avec des manifestations, avec un véritable coup de tonnerre dans l'opinion pour dire voilà, nous avons ce problème, la démographie en état, elle est la conséquence d'un tas de choses. Il faut que nous-mêmes nous décisions pour nous dire Caroline, on a voulu réenchanter l'école, maintenant il faut réenchanter le mariage ou la famille. Là, je pense que vous êtes les seuls capables de faire ça.
Une réaction, est-ce que vous avez une vocation à être rectrice de la commune anière? Non, mais c'est sûr que de redonner du pouvoir au plus bas, c'est fondamental. Un directeur, il doit pouvoir choisir ses professeurs, il doit pouvoir et avoir une vision pour son école et en être garant. Et effectivement, comme tu le dis, s'il y a un problème avec un parent, c'est au directeur de régler le problème, c'est pas aux parents. Mais moi, ça marche sur deux jambes. On aura beau faire tout ce qu'on veut pour l'école, si les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, l'État ne pourra pas tout. Nous, on voit bien cette problématique de la lecture, où les enfants ne savent plus lire. On a mis en place dans nos crèches des ateliers avec une super association qui organise des ateliers qui forment le personnel sur la lecture, savoir lire une histoire, parce que quand vous passez dans les crèches, vous voyez, beaucoup appuient sur un bouton, et puis c'est l'histoire qui se lit toute seule, et donc franchement pour l'enfant c'est rasoir. Donc on a fait venir une association qui est vraiment formidable, qui agit intervient dans beaucoup de crèches, et qui a formé le personnel, et qui organise des ateliers pour les parents, pour leur redire l'importance de lire des histoires aux enfants. Dans tous les quartiers, ces ateliers sont pleins de CSP+, qui me disent « Ah mais ouais, c'est vrai, c'est vrai que j'ai plus le temps de lire des histoires aux parents. » En fait, on a dit aux gens, vous allez être des consommateurs. Et ce qui va vous rendre heureux, c'est de consommer. Donc, il faut bosser, travailler, gagner de l'argent pour consommer. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. Ben, je suis désolée. Ce qui peut rendre heureux aussi les gens, c'est d'avoir une famille, de prendre soin de leur enfant. J'ai vu une étude, une pédopsychiatre qui a sorti une échelle sur des enfants qui se suicident, qu'elle accueille des adolescents qui ont fait des tentatives de suicide. Elle a mis une échelle pour voir un petit peu les raisons, voilà, c'est toujours les mêmes raisons un peu qui reviennent. Et une des raisons majeures, c'est comment dire, c'est pas la maltraitance parentale, c'est je trouve plus le mot, mais c'est un mot assez, le délaissement parental en fait. Et c'est la négligence parentale. Voilà, la négligence. Et la négligence parentale, elle est dans le fait de ne pas lire une histoire à un enfant. Elle est dans le fait de laisser son enfant sur un portable. Elle est dans le fait de laisser son enfant tout seul rentrer de l'école avec ses clés et être tout seul à la maison face aux écrans. Vous voyez, la négligence parentale. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour culpabiliser les parents, c'est la société qu'on leur a construite. En fait, ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix que de travailler à deux comme des fous pour payer un logement qui est de plus en plus cher. Et donc, pour moi, si on ne redonne pas cette place aux parents, on aura beau faire tout ce qu'on veut avec l'école, avec machin, si le parent n'est pas là, l'État ne pourra pas remplacer le parent. Il ne peut pas remplacer le parent. Donc, pour moi, voilà, bien évidemment, il faut réenchanter l'école, mais il faut réenchanter la parentalité et redonner envie aux parents de passer du temps et d'être heureux avec leur enfant. Et voilà. Si tu veux, moi je suis d'accord avec toi, mais ce que je constate, c'est que pour l'écologie, on est prêt. J'avais un jeune collaborateur, Sciences Po, ENA, un garçon extrêmement brillant, qui m'avait dit, vous savez, Marc-Henri, si on veut que demain l'écologie soit prise en compte, ça ne pourra se faire qu'à deux conditions. Un, qu'il y ait un gouvernement de gauche, et deux, qui soit autoritaire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'écologie, elle est presque autoritaire. En tout cas, elle tente de s'imposer comme telle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qui a le pouvoir aujourd'hui, pas de sanctionner, mais en tout cas de guider les familles et de leur attribuer des bons points ou des mauvais points, ce sont les professeurs et les élus, parce que vous êtes au contact. Moi, je vois bien nos familles, quand on a un problème, on en a eu, on a même eu Mediapart, au courant de tout ça, nos familles, quand elles ne sont pas d'accord avec nous, on les renvoie. Et comme leur enfant passe dans une école publique de 18 élèves, de 16 élèves à 29, évidemment, ce n'est plus le même problème, parce qu'elles se récupèrent tout un tas de problèmes d'éducation qui ne sont pas traités dans notre école. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la mairie, en reconstruisant des ensembles scolaires autour de 150 enfants,
qu'il y ait un contact entre chaque famille et chaque directeur et chaque enseignant, et puis qui donne une prise sur les familles que les élus peuvent exercer. Je pense que c'est une solution dans laquelle il faut réfléchir pour demain. Il n'y a que les maires qui peuvent le prendre. Les citoyens ne le demanderont pas, il n'y a que vous qui pouvez. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Est-ce qu'il y en a une sur Internet? Madame, posez votre question. Je demanderai une réponse rapide. Et après, je redonnerai juste le rappel du calendrier, puisque nous finirons aux alentours de 21h, 21h05. Et nous présenterons un petit clip qui sera le clip de conclusion. Vous verrez, c'est beaucoup de fraîcheur et ça permettra après de l'enchaînement avec le buffet qui nous réunit autour d'un buffet organisé par le Café Joyeux. Et je les remercie de cette prestation. Madame. Je remercie. J'ai une question sur la part qu'on peut prendre dans l'état de l'éducation des enfants, on en a parlé. Je suis en lien avec l'éducation dans le but communiste. Avec la chute du communisme en Europe, la démographie s'est effondrée. Après la chute du communisme dans tous les pays communistes européens, et pourtant, on peut dire que l'État était participant dans toutes les écoles d'éducation, les enfants étaient à l'école, très jeunes, surtout à 2 mois et demi, ils étaient en crèche, toutes les femmes travaillaient. Est-ce qu'il n'y a pas un danger si on laisse l'État décider et s'occuper de nos enfants très jeunes? Finalement, c'est un peu à double tranchant. Parce que si on n'est pas capable de se débrouiller nous-mêmes, si on laisse l'État faire et finalement organiser et financer et les modes de garde, les modes d'éducation et les écoles, finalement, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a n'importe quoi à l'école. Et finalement, c'est vrai que rien ne remplace les parents, mais c'est pas nouveau. Et est-ce que le combat n'est pas plus effectivement dans l'éducation des parents que d'attendre un état-providence qui va régler le problème? Parce que je crois que le désir d'enfant, il est plus compliqué que ça. Et même le lien parent-enfant, il est plus compliqué aussi. On vient de société où les pauvres laissaient les enfants à des nourrices, où les femmes qui avaient de l'argent les laissaient à des bébés d'autres types de nourrices. Mais il n'y avait pas un lien aussi proche peut-être entre les parents et les enfants. Parce que depuis que l'enfant est devenu le roi, on a créé aussi un lien peut-être un peu artificiel. Qui souhaite répondre à cette question, vaste question? Je pense que c'est la question aussi il y a la nécessité du soutien, parce qu'on voit que les papas et les mamans sont quand même, aujourd'hui, il y a moins de transmission des grands-parents, etc. Donc c'est plus compliqué pour les papas et les mamans. Et il se pose la question effectivement, je pense, de la responsabilisation des parents, comment on y arrive. Et c'est extrêmement complexe parce qu'on a quand même souvent chez les parents, les enfants dérapent, on a beaucoup de déni. Et quand ils dérapent, ça peut être sur des problèmes éducatifs, ça peut être sur des problèmes psychologiques, où on a par exemple des parents qui mettent 3 ans à déposer un dossier à la MDPH parce que leur gamin a des troubles psychologiques. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit le directeur d'école, que ce soit le maire, on a peu d'outils, je trouve, pour mettre en tension nos familles et revenir à une forme de responsabilisation parce qu'on a beaucoup discuté des maires et ne pas parler d'utilitarisme, mais je pense qu'il faut aussi retrouver une place pour le père. Enfin, voilà. On a beaucoup renvoyé aux maires et moi je plaide aussi. Je plaide aussi pour les papas merveilleux, quoi. Enfin voilà. Et ça, cette question, comment on responsabilise, comment on remet un peu en tension les parents pour dire, voilà, vous devez aussi assumer quelque chose et vous ne pouvez pas tout sous-traiter. C'est une question qui est essentielle et aujourd'hui, que ce soit le directeur d'école ou les maires, on a très peu d'outils. Je veux dire, par exemple, moi, plusieurs fois, je l'ai fait dans le cadre du périscolaire où j'ai exclu des enfants plusieurs jours du périscolaire pour que les parents commencent à assumer leur autorité. Parce que quand il faut aller chercher le gamin à 12h, le ramener à 14h, voilà, tout d'un coup, certains parents réapprennent l'autorité. Voilà. Mais l'école, aujourd'hui, l'école primaire ne sait pas exclure, y compris un gamin qui est violent. Et
pris un gamin qui est harcelant. En quelques minutes. Oui, c'est sûr qu'on a laissé beaucoup trop de droits. Enfin, les gens ne vous parlent que de droits. Enfin, il faut voir les discussions. Enfin, je ne sais pas si vous avez la même chose pour les cantines scolaires. Les exigences des parents pour les cantines scolaires sont devenues absolument dingues. Mais si vous ne le faites pas, en fait, vous prenez une manifestation, vous êtes insulté sur les réseaux sociaux, et puis après, ce sont les mêmes. Vous retrouvez, ça m'a frappé tout à l'heure, j'ai traversé un square à l'heure du déjeuner, des gamins de collège qui sont assis par terre en train de manger le truc du master poulet d'à côté. Et c'est les mêmes parents qui nous exigeaient le bio, le machin, et qu'il n'y ait pas de trucs en plastique au-dessus, et je sais pas quoi. Et leurs gamins, quand ils doivent eux-mêmes s'en occuper, parce que le gamin il ne veut pas aller à la cantine, il veut déjeuner dehors, donc le parent lui cède. Et donc on les retrouve assis par terre en train de manger des kebabs ou des master poulets. Et donc cette exigence des parents est devenue, mais c'est vrai, je le rejoins, on a beaucoup de mal à leur faire entendre raison et à leur faire reprendre leurs responsabilités, mais ça passera aussi sans doute par plus de fermeté, d'exclusion dans un centre de loisirs, à l'école, et remettre les parents devant leurs responsabilités, que ce ne sont pas que des consommateurs pour leurs enfants et qu'on ne pourra pas tout faire à leur place. Merci. Le sujet ne sera jamais épuisé. Merci beaucoup Caroline Clermont-Trant. Merci beaucoup Alexandre Touzé. Je vous prie d'excuser plutôt Geoffroy Boulard qui a été retenu et qui m'a laissé un message. Nous ne pouvons pas nous rejoindre. Mais ce sera une autre fois. Avant de finir sur un clip qui met un peu de fraîcheur à la conclusion de ce premier des mercredis du 17, je vous rappelle, chers amis présents et aussi chers amis sur Internet, que la prochaine date de ce rendez-vous du mercredi 17, c'est le 10 décembre. Ce sera le thème « L'enfant, premier fruit de l'amour », avec d'abord un spécialiste des sondages, Paul Séville, qui nous présentera les Français, l'opinion des Français, la famille et l'enfant. Ça sera très intéressant cette synthèse des sondages d'opinion. Et puis Gabriel Cluzel qui viendra nous parler de son livre Yes Kids et qui, au passage, le dédicacera. Je vous demande de retenir aussi le 14 janvier, ce sera Faut-il s'alarmer de l'univers démographique, et nous aurons le privilège d'avoir le professeur et ancien recteur Gérard-François Dumont, qui est un grand spécialiste de la démographie et qui viendra nous expliquer s'il faut justement s'alarmer ou pas de cet hiver démographique. Je vais jusqu'au mois de février, je n'irai pas plus loin, avec le 11 février, famille, natalité et rentabilité. Ce sera un économiste, Jean-Didier Lecaillon, professeur de Sciences Éco, qui également viendra nous éclairer sur cet aspect de la famille, de l'économie et de ses rapports qu'elle a entre elles. Voilà, vous avez tous vu sur Internet ou à l'écran derrière ces dates, retenez-les, elles vous seront distribuées à la sortie de cette soirée. Et je lance sans tarder un petit clip qui nous permettra d'être le mot de la fin. Et puis après, pour ceux qui sont en présentiel, de nous rejoindre à notre buffet joyeux. Merci beaucoup de votre participation et à la prochaine fois.